Pour ce deuxième tuto, je vous propose de tricoter ce petit top été. On va commencer par rendre à César ce qui appartient à Jules comme d'habitude. Donc c'est un modèle qui est de chez Penguin. C'est un modèle que l'on trouve gratuitement d'ailleurs. Il est proposé de la taille 34 à la taille 48. Il est réalisé initialement avec une laine qui s'appelle Esterel et aux aiguilles circulaires numéro 3. Alors vous trouverez ce petit modèle gratuit sur le site de Penguin, donc vous allez ici sur modèle gratuit. Ensuite vous faites un tri en cherchant avant tout les débardeurs. Et sur cette page, vous choisirez voilà, ce modèle-là et vous pourrez télécharger le patron. Donc comme d'habitude, le patron, je l'ai un tout petit peu modifié. En l'occurrence, j'ai enlevé juste quelques dimensions, mais je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi et comment. Alors comme d'habitude aussi, vous pouvez réaliser ce petit top, quelle que soit la laine que vous utilisez et quelles que soient les aiguilles que vous utilisez, puisque je vais vous expliquer au fur et à mesure comment refaire les calculs et avoir évidemment la bonne taille. Vous pouvez aussi modifier le point, comme je l'ai fait là, j'ai utilisé un point chevron, le même d'ailleurs que celui que je décris dans le tuto numéro 1 sur la petite barboteuse. Et vous voyez derrière, au lieu de faire des bretelles toutes droites, je les ai croisées. Voilà, je vous souhaite un bon tuto. Pour réaliser ce top, j'ai utilisé un fil de chez Katia qui s'appelle Dégradé Sun. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5, donc c'est un 100% coton, pardon. Et j'ai utilisé un petit peu plus de 4 pelotes. Alors pour tricoter ce top là, j'ai utilisé 4 pelotes, bien 4, hein, presque, il aurait fallu que j'en entame une 5e, d'un fil de chez Fil d'Art qui s'appelle Fil Coton 3, c'est un 100% coton. Et moi, je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3,5. Ce sont des pelotes qui font 121 mètres. Alors, le top rouge, où j'ai tricoté toute la partie haute et puis les côtes du bas en côte 1,1, je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5 et une laine de chez Bergère de France qui s'appelle Bali. Chaque pelote fait 110 mètres et j'en ai utilisé 4. Par contre, vraiment, je ne suis pas sûre que cette laine existe encore. Moi, c'était un très vieux stock que j'ai ressorti. Pour ce top avec des chevrons, j'ai utilisé un fil de chez Fil d'Art qui s'appelle Tendresse. Ce sont des pelotes donc de 50 grammes et qui font 98 mètres. C'est viscose et polyamide et elles se tricotent normalement en aiguille 5. Alors je vais quand même m'arrêter un petit peu sur ce modèle-là parce que je voudrais vous en parler un petit peu plus. Alors déjà sur le fil. Le fil est d'une extraordinaire douceur, vraiment. Je crois que j'avais rarement tricoté un fil aussi agréable à tricoter. Super doux, mais très élastique. Et alors en plus, moi je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 6 pour aller plus vite, puisque je veux toujours aller plus vite que la musique, alors qu'on est préconisé, on préconise pour ce fil des aiguilles numéro 5. Comme tout le haut est fait en côte, et que déjà dans le tuto je vous explique qu'on ne change pas de taille d'aiguille, avec des aiguilles plus grosses et tout le haut en côte, je retrouve quelque chose de vraiment très élastique, presque trop, j'allais dire. Donc c'est peut-être un fil qu'il faudrait tricoter avec des aiguilles 4, 4,5 maximum pour essayer de resserrer la maille au maximum, enfin au maximum, un petit peu plus en tout cas, pour qu'il garde bien sa forme, parce qu'à être trop fluide, il finit par être un petit peu trop mou. Maintenant parlons du chevron lui-même. Alors les chevrons, c'est ça. Donc là c'est un top que j'ai tricoté après avoir fini ce tuto en fait, on est quelques jours plus tard. Et pour l'instant j'ai pas mis en ligne le tuto pour faire le chevron lui-même. Par contre, j'ai mis en ligne une vidéo qui s'appelle Tricoter une barboteuse, qui est en chevron aussi, et j'explique précisément comment faire ce chevron. Alors, pour les triconautes qui seraient intéressés, vous pouvez donc aller piocher dans cette vidéo la première partie où j'explique comment le faire. Enfin, je donne beaucoup de détails. Et je vais vous donner quelques indications supplémentaires pour vous expliquer comment là, j'ai traité ce chevron, puisqu'en fait, on peut le tricoter de différentes manières et on a différents effets visuels. Donc j'ai fait ici sur ces droits, donc c'est super pratique, j'ai fait donc 3 chevrons en tout. Chaque chevron fait 20 mailles, donc j'ai monté 60 mailles. J'ai répété le motif tous les 2 rangs. Et je n'ai pas, quand il y a une partie où on a des jetés, et j'ai tricoté les jetés en maille torse. Alors je vous donne ces détails, là ça ne vous parle pas du tout, mais quand vous serez allé voir la partie du tuto qui concerne le chevron, vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. Pour ce qui est de l'alternance des couleurs, alors je me suis un peu enquiquinée parce que je voulais parfois avoir une couleur différente sur un seul rang. Ça m'a obligé à faire toute mon alternance sur un nombre de rangs impair. Or,
le point, le chevron, lui, se tricote sur 2 rangs, voire sur 4 rangs, donc des rangs pairs. Donc, faut pas s'y perdre, ça a été un petit peu galère. Sur le nombre de pelotes que j'ai utilisé, j'ai oublié de vous dire, donc je l'ai tricoté heureusement en taille 36, parce que vu que précisément, il est quand même relativement élastique, j'ai bien fait de le tricoter un petit peu plus petit que ma taille. J'ai utilisé 3 pelotes de couleur noire, presque une pelote de couleur orange et à peine la moitié d'une pelote de couleur bleue. Voilà. Tout l'arrière, je l'ai fait en noir et j'ai aussi fait un chevron, j'ai fait le même chevron sur l'arrière, mais par contre, tout uni. En dehors de votre matériel habituel, c'est-à-dire votre pelote, enfin vos pelotes, vos aiguilles et une aiguille à laine pour faire les coutures, vous pouvez aussi vous munir soit de petits marqueurs que vous trouvez dans le commerce, soit tout simplement, vous ferez comme moi, vous les fabriquez avec un petit bout de laine de couleur contrastante pour bien les voir. Pour ce qui est des bretelles, au lieu d'utiliser mes grandes aiguilles qui sont très longues, j'ai pris des petites aiguilles. Alors ici, ce sont des aiguilles double pointe, mais c'est pas nécessaire. Simplement, c'est quand même beaucoup plus pratique de tricoter avec des aiguilles qui soient plus courtes. Et personnellement, je leur mets toujours un petit bouchon, histoire de ne pas perdre les mailles, mais tout ça c'est optionnel, vous pourriez vous servir du début à la fin de vos aiguilles habituelles. Avant de commencer, je vais vous donner quelques petits conseils. Alors d'abord sur la laine qu'il faudrait que vous preniez pour tricoter ce top, donc vous pouvez prendre n'importe quelle laine, puisqu'on va apprendre à calculer les dimensions de ce top, le nombre de mailles et le nombre de rangs qu'il faut tricoter en fonction de votre laine. Mais je vous conseillerais de prendre plutôt un fil de type coton, c'est-à-dire pas un fil fantaisie, pas un fil bourru, parce que vous aurez beaucoup de mal à vous repérer, et prendre peut-être une couleur plutôt claire. Pourquoi pas foncé? Eh bien simplement parce que pour se repérer, pour compter par exemple pour l'échantillon, et ensuite pour se repérer et savoir comment les mailles se présentent, on en aura besoin, vous aurez beaucoup plus de mal sur une laine, sur un coton foncé, que sur un coton clair. Concernant les aiguilles avec lesquelles vous allez tricoter votre ouvrage, habituellement on a toujours 2 tailles d'aiguilles qui sont indiquées, par exemple ici 3, 3,5. Ça veut dire que l'écote sera tricotée en 3, voilà, et le milieu, le jersey en l'occurrence, serait tricoté en 3,5. Sur cet ouvrage-là, on ne va pas changer de taille d'aiguille. Donc moi j'ai choisi la taille d'aiguille 3,5, c'est-à-dire celle qui est préconisée pour tricoter le jersey, et c'est aussi celle qu'ils ont utilisée, que le fabricant aurait utilisée, pour faire l'échantillon. Donc, vous choisissez une taille d'aiguille qui correspond a priori à ce qui est indiqué sur l'étiquette, mais il faut quand même savoir que ce n'est pas obligatoire. Vous pourriez choisir des aiguilles légèrement plus grosses ou légèrement plus fines. Si vous choisissez des aiguilles plus fines, votre tricot aura tendance à être moins souple. Si vous choisissez en revanche des aiguilles beaucoup trop grosses par rapport à ce qui est préconisé au départ, votre petit top va manquer de tenue. Mais bon, parfois on fait avec ce qu'on a à la maison et il faut pas trop vous en inquiéter, d'autant plus que vous allez faire un échantillon et comme ça vous verrez quel aspect aura votre top avant de débuter l'ouvrage. Venons-en maintenant à l'échantillon. Donc l'échantillon, c'est juste pour savoir combien de mailles et combien de rangs il faut tricoter pour obtenir un carré de 10 cm, 10 cm de côté. Vous avez la possibilité de ne pas faire d'échantillon et de vous fier à ce qui est indiqué sur l'étiquette. Par exemple, moi, si je tricotais du jersey avec des aiguilles 3,5, je devrais tricoter 22 mailles sur 26 rangs pour obtenir un carré de 10 par 10. Je vous le dis tout de suite, jamais vous ne tomberez exactement sur les chiffres qui sont annoncés par le fabricant. Là, il faut être très clair là-dessus. Moi, j'ai essayé des dizaines de fois, ça tombe jamais juste. Voilà une première raison pour laquelle il vaudrait mieux tricoter votre échantillon. La deuxième raison, c'est que comme on va adapter le nombre de mailles et le nombre de rangs en fonction de votre laine et en fonction de votre façon de tricoter, le mieux c'est quand même de le faire l'échantillon. Déjà ça vous entraînera et ensuite vous êtes sûr de faire les bons calculs. Dans quel point est-ce qu'on doit faire l'échantillon? Dans le point dans lequel vous allez faire votre ouvrage, en l'occurrence du jersey. On verra que pour les côtes on va se débrouiller autrement. Cela étant, si vous n'êtes pas tout à fait hyper débutant, vous pouvez tout à fait faire un échantillon dans un point fantaisie parce que vous souhaitez que toute cette partie du top soit tricotée dans un point fantaisie. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de faire l'échantillon et de le compter si possible correctement. De cette façon, vos calculs seront justes. Vous pourriez aussi, avec un mètre ruban, venir mettre d'abord un petit repère au début, mesurer avec un mètre ruban et puis venir mettre un autre repère à 10 cm
Et de cette façon, vous pouvez aussi mesurer, enfin compter, pardon, le nombre de mailles qu'il y a entre vos deux repères, sachant qu'il y a 10 cm entre les deux. Pour ce qui est des rangs, donc le rang, c'est une succession de V. Donc on vient se positionner, hop, je vais poser ça. Alors ce petit carré, vous n'allez pas le faire exactement du nombre de rangs et de mailles qui est indiqué sur l'étiquette. Je m'explique. Moi, si je voulais faire un carreau de 10 par 10, un carré de 10 par 10, il faudrait que je monte 22 mailles et que je les tricote sur 26 rangs. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend une petite marge de manœuvre et on tricote un carré légèrement plus grand pour pouvoir compter plus facilement, mais aussi parce qu'il y a de fortes chances qu'on ne tombe pas correctement si on ne le fait pas. Donc moi, 22 mailles sur 26 rangs, en fait, pour faire mon échantillon, je monterai 32 mailles, 10 de plus, et je tricoterai 36 rangs. De cette façon, je pourrai compter et avoir quelque chose de fiable. Une des difficultés aussi, lorsque vous avez tricoté votre échantillon, c'est de pouvoir compter les mailles. Si vous avez choisi un fil à tricoter en coton et relativement clair, vous aurez beaucoup moins de mal. Mais je voudrais quand même essayer de vous montrer un petit peu comment on fait. Donc là, j'ai pris volontairement un ouvrage qui est tricoté avec des aiguilles énormes. Et puis on va voir ensemble à quoi ressemble une maille et comment est-ce qu'on peut le mesurer correctement. Alors déjà, la première chose à savoir quand on tricote et qu'on fait un échantillon, c'est à quoi ressemble une maille. Parce que pour compter les mailles, il faut quand même savoir à quoi ça ressemble. Une maille, c'est un petit V. Voilà. Donc un rang est constitué d'une accumulation de mailles. Pour compter correctement les mailles, il va falloir prendre un point de départ, 10 cm, et donc un point d'arrivée. Alors normalement, quand vous avez tricoté votre petit carré, vous devez évidemment rabattre les mailles, le laisser reposer, éventuellement donner un petit coup de fer à repasser sur le jersey, et ensuite de venir le poser convenablement sur une table et d'être confortablement installé. Bon, moi je vais faire ça un petit peu à l'arrache, mais c'est pour vous montrer le principe. Donc partons du principe que je vais compter le nombre de mailles pour 10 cm. Donc une maille, c'est ça. Je vais donc positionner mon réglé au début d'un V. Bon là évidemment, je ne suis pas du tout correctement installé, mais on va dire que ça marche. Donc voilà le V, et je viens me positionner voilà, au début du V. Et je vais compter tout simplement le nombre de mailles pour arriver jusqu'à 10 cm. Donc en l'occurrence, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je devais faire un échantillon dans cette laine-là avec ces aiguilles-là, j'aurais 6 mailles pour 10 cm. On vient se positionner en haut du V, voilà, et on vient compter le nombre de V qu'on a jusqu'à ce qu'on atteigne nos 10 cm. On peut aussi compter le nombre de trous. Chaque V correspond à un petit trou. Je vous montre encore 2-3 petites bricoles qui sont quand même assez intéressantes à savoir. Je mettrai en ligne, dès que j'aurai le temps de les faire, des vidéos sur chaque chose, enfin chaque technique utilisée de manière très précise. Dans la vidéo que j'ai tournée là, normalement, il n'y a pas de problème, je détaille suffisamment, mais il y a quand même 2-3 petites choses que je voudrais vous montrer avant que vous ne commenciez votre ouvrage. Alors, dans les techniques qu'on va utiliser, on va faire du jersey, on va faire des côtes. De toute façon, d'une manière générale, on va utiliser des mailles en droit et des mailles en vert. Donc la maille en droit, la voilà. Je pique dans ce sens. Ça, c'est un bout de fil qui reste. Voilà. Je viens enrouler mon fil autour de l'aiguille. Voilà. Donc voilà ce qu'est une maille en droit. J'en fais 2-3. On va utiliser aussi la maille en vert. Cette fois-ci, le fil est devant, donc je le fais réellement passer devant. Je pique ici et je viens entourer. J'en fais 2-3. Voilà. Bon, là j'ai fini mon rang et je suis maintenant sur le retour et je voudrais en profiter pour vous montrer autre chose. Dans le tuto, je vais vous demander, mais je vous le montrerai mais moins détaillé, je vais vous demander de tricoter les mailles comme elles se présentent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais regarder la base
de la maille qui arrive. Si elle a une petite boucle, comme ici, je vais la tricoter à l'envers. À l'envers, donc le fil est ici, et je la pique et je la tricote. La suivante se présente de nouveau avec une petite boucle, donc je la tricote à l'envers. Par contre, lorsqu'elle se présente, elle n'a pas cette petite boucle, mais plutôt un petit V. Alors on ne voit pas vraiment le petit V, mais en tout cas, ici une boucle, ici pas de boucle. On voit quand même assez bien la différence entre les deux. Lorsqu'elle n'a pas de petite boucle, je vais devoir la tricoter à l'endroit. C'est ce qu'on appelle tricoter les mailles comme elles se présentent. Pas de petite boucle, pas de petite boucle. Je vais avancer un petit peu. Une petite boucle. Si je tire dessus, voilà, on la voit un peu moins, mais si je tire pas, on voit bien la petite boucle. Et bien ça veut dire que la maille se présente pour être tricotée à l'envers. La première chose que je vais faire, c'est d'abord repérer les dimensions qui me concernent. Donc moi, c'est la taille 36-38. Donc je commence par repérer les chiffres qui vont m'intéresser et dont je vais me servir. Et je vais aussi éliminer ceux qui ne me serviront à rien. Voilà. Avant de reporter les dimensions dont j'aurai besoin, je vais vous expliquer pourquoi certaines je ne les utilise pas. Donc celle-ci, elle sert vraiment à rien puisqu'elle se déduit du reste et elle se fera toute seule. Quant à celle-là, la 34, 37, 41 et 45 cm, en réalité, dans la mesure où c'est tricoté en cotte, 3-2, 1 ou 2-2, c'est vous qui choisirez, cette diminution, ce changement de largeur va se faire tout seul du simple fait que ce soit tricoté en cotte. Autre chose, pour la dimension du milieu et du bas, en fait, je vais mettre la moyenne des deux. Par exemple, ici, moi, j'ai 38 cm et 42. Je vais faire la moyenne des deux, donc la moyenne entre 38 et 42, c'est 40. Donc je mets comme seule dimension 40 cm. Ça va nous éviter de faire des diminutions qui vont venir compliquer notre travail et qui très honnêtement nous apportent rien puisqu'ils se portent déjà près du corps. Donc après, je continue à reporter sur mon schéma les autres dimensions dont j'ai besoin pour pouvoir calculer le nombre de rangs et le nombre de mailles que ça donne. Maintenant, je vais venir diviser par 10 toutes les dimensions que j'ai trouvées. Donc 4 cm, ça fait 0,4, 29, 2,9, 1, 1,2, 2,5, 0,4 et 4. Donc vous faites pareil pour vos dimensions. Alors on va noter quand même ici que ça sera des cotes. Toute cette partie-là sera faite dans le point que vous aurez choisi. Moi, en l'occurrence, c'est jersey. Et tout le haut sera aussi fait en cote. Donc des cotes 1-1, des cotes 3-2, des cotes 2-2, c'est vous qui choisirez. Moi, pour simplifier un petit peu les choses et parce que ça va beaucoup plus vite et que à un niveau débutant, c'est plus facile de faire les coutures et de bien se repérer quand on tricote des cotes 3-2, j'ai choisi de faire des cotes 3-2 au lieu de faire des cotes 1. Mais si vous vous sentez de faire des cotes 1 ou 2-2, c'est à vous de voir. Alors j'ai fait mon échantillon dans le point que j'ai choisi, donc jersey en l'occurrence, donc vous faites votre échantillon dans le point que vous souhaitez, et j'ai trouvé un échantillon de 22 mailles par 30 rangs. Ça signifie que pour faire 10 cm de large, j'ai besoin de tricoter 22 mailles, et pour faire 10 cm dans la hauteur, j'ai besoin de tricoter 30 rangs. Donc vous faites votre échantillon, et puis vous comptez bien le nombre de mailles et de rangs qu'il vous faut pour 10 cm. Donc mon échantillon, je vous le rappelle, c'est 22 x 30. Ici, pour savoir le nombre de mailles que j'ai à monter, je vais faire 4 x 22 est égal à 88. Donc je suis supposé ici monter 88 mailles. Pour voir combien de hauteur de cote je vais faire, je vais prendre cette fois-ci le chiffre qui correspond au rang. 0,4 x 30. Voilà, je prends ma calculette parce que je m'en souviens plus. Et je suis supposé faire 12 rangs de cote. Alors on va revenir un petit peu sur ce chiffre 88. Alors ça tombe bien parce que c'est un nombre pair. Effectivement, il faudrait que vous arrondissiez à un nombre pair. Pour une raison toute simple, c'est qu'ici on va avoir besoin de diviser le travail en deux. Et que si j'ai un nombre impair, je vais avoir une maille toute seule ici que je vais devoir rabattre. Et c'est possible, hein, ça ne poserait pas de problème. Mais comme c'est un tuto débutant, j'essaye toujours de modifier les choses pour que ce soit le plus simple possible. Donc déjà, il faudrait absolument trouver un nombre pair. Donc moi, 88, ça pourrait convenir.
Sauf que je voudrais vous montrer que en cote 3-2, on peut faire un chiffre qui soit absolument pas multiple de 5, ni même qui se finisse par un 3 ou un 8. En général, les cotes 3-2, on vous dit multiple de 5, ou au pire, qui se termine par un 3 ou un 8, ce qui est le cas ici. Donc, pour le tuto, et simplement pour le tuto, je vais en réalité monter 86 mailles, et je vais vous montrer qu'on peut parfaitement se débrouiller quand on n'a pas le nombre qu'on devrait avoir au départ pour des cotes 3-2. Pour monter mes 86 mailles, pour faire mes cotes ici au bas de l'ouvrage, je vais utiliser des aiguilles 3,5. C'est-à-dire que je vais utiliser les mêmes aiguilles pour les cotes que pour le jersey. Ce qui n'est pas courant. Habituellement, on fait les cotes une demi-taille en dessous du jersey. Donc 3,5 ici, ça ferait du 3 là. Sauf que là, c'est un top qui se porte près du corps. Et pour garder un maximum d'élasticité, que ça ne sert pas trop, tant au niveau de la taille que le haut au niveau du buste, et c'est la même chose quand on tricote avec des cotes 1-1, on veut garder un maximum d'élasticité, on va garder les mêmes aiguilles pour la totalité de l'ouvrage. Donc de votre côté aussi, vous gardez les mêmes aiguilles. Alors pour monter mes 86 mailles, je vais quand même utiliser des petits marqueurs, donc soit que vous achetez, soit que vous fabriquez, et que je vais venir poser toutes les 10 mailles, et que j'enlèverai au rang suivant. C'est simplement que si je suis perdu dans mon compte, au moins je peux revenir en arrière assez facilement. Pour le fil perdu, alors j'ai l'habitude de garder 2 fois la hauteur de l'ouvrage pour utiliser ce fil pour faire la couture. Donc moi sur la hauteur de l'ouvrage j'ai à peu près presque 40 cm, donc je fais 2 fois 40 cm, plus 3 largeurs d'ouvrage. 1, 2, 3. C'est approximatif, mais ça me permettra de monter mes mailles et d'avoir suffisamment de fil perdu pour faire la couture invisible. Je fais un nœud coulant, c'est-à-dire un nœud qui se défait quand on tire dessus. Voilà. Je coince mon aiguille dedans. Fil perdu d'un côté et le fil qui mène à la pelote de l'autre. Donc j'oublie pas de compter déjà cette première maille. Et je monte 86 mailles. En mettant un marqueur toutes les 10 mailles que j'enlèverai au rang suivant. Alors 2, 4, 6. 10. J'ai monté mes 86 mailles et avant de démarrer les cotes 3-2, on va quand même, je vais vous montrer quelques petites bricoles. La première, c'est le fil perdu. Pour éviter qu'il vienne vous embêter dans votre travail, vous venez l'entourer tout simplement sur lui-même. Voilà. De sorte qu'il ne vous embête pas trop. La deuxième chose, c'est que j'aimerais bien qu'on fasse le point sur le vocabulaire. Moi, je parle de rang pair et de rang impair. Les rangs impairs correspondent à l'endroit du travail et les rangs pairs correspondent à l'envers du travail. Sur les cotes 1-1 ou les cotes en général, il se trouve que l'endroit ressemble étrangement à l'envers et que vous pourriez être perdu. Chaque fois que vous avez votre fil perdu qui est au même endroit que le fil qui mène à la pelote, c'est que vous êtes sur un rang impair et que vous êtes donc sur l'endroit du travail. Lorsque le fil perdu est à l'opposé, c'est que vous êtes sur un rang pair. Donc là, évidemment, on va tricoter notre premier rang, le rang numéro 1. Il est forcément impair, et donc forcément, on a le fil perdu qui est du même côté que le fil qui mène à la pelote. Je dois tricoter 12 rangs en cote 3-2. Alors le principe des cotes, c'est une alternance de mailles endroit et de mailles envers. 3-2, ça veut dire 3 mailles endroit et 2 mailles envers, et ainsi de suite. 3 mailles endroit, 2 mailles envers. Les cotes de 2, c'est 2 endroits, 2 envers. Si vous faisiez des cotes 4-2, ça serait 4 mailles endroit, 2 mailles envers. Donc ici, je commence par tricoter 3 mailles endroit. Ensuite, 2 mailles envers. Et de nouveau, 3 mailles endroit. Et je fais ça jusqu'au bout du rang. J'alterne 3 mailles endroit, j'enlève le marqueur. Et 2 mailles envers. Donc avant de terminer le rang, je vais aller presque jusqu'au bout du rang parce qu'il y a des petites bricoles que je veux vous montrer sur la fin du rang. Mais là, je voudrais essayer de vous donner quelques indications pour que vous puissiez vous repérer si vous ne savez plus où vous en êtes. Alors quand on est sur le premier rang, on n'a pas 36 solutions. Soit on recompte, 3, 2, 3, 2,
3, soit éventuellement on vient regarder ce qu'on a tricoté. Alors c'est pas super visible sur le premier rang malheureusement, mais quand on a une petite boucle comme ici, ça veut dire qu'on a tricoté des mailles en vert. Quand on n'a pas de boucle mais que ça fait plutôt une sorte de V, ça veut dire qu'on a tricoté des mailles en droit. Donc là par exemple, j'ai 2 petites boucles, ça fait 2 mailles en vert. Ensuite 3 petits V, ça fait 3 mailles en droit. Ça veut dire que je continue sur des mailles en vert. Voilà pour vous repérer si des fois vous étiez interrompu ou si vous ne savez plus où vous en êtes. On se retrouve à quelques mailles de la fin pour que je vous montre comment se repérer, notamment sur le rang suivant. J'arrive à la fin de mon rang de cote 3-2, donc 2 mailles en vert, 3 mailles en droit. Et ce que je vais faire, et vous le ferez aussi à la fin de chacun des rangs, c'est que vous allez bien repérer comment vous terminez votre rang. 2 mailles en vert. Et moi, je termine sur une maille en droit. Voilà. Alors, c'est important de le repérer parce que quand on est en cote 3-2, normalement, c'est multiple de 5. Et on termine toujours par 2 mailles en vert. C'est pour ça que dans les catalogues, on vous demande de monter un nombre de mailles multiple de 5. Moi, j'ai fait exprès d'en monter 86, juste pour vous montrer que si vous ne terminez pas par 2 mailles en vert, parce que vous n'avez pas multiple de 5, c'est pas vraiment un problème. Il faut simplement, et il faut le faire pour chacun des rangs, il faut bien repérer par quelle maille on termine. Pourquoi? Parce que le rang suivant est toujours l'inverse du rang précédent. Ce qui a été tricoté à l'endroit ici sera tricoté à l'envers derrière. Et ce qui a été tricoté à l'envers ici sera tricoté à l'endroit de l'autre côté. Donc ici, je termine par une maille en droit. Je vais donc démarrer forcément par une maille en vert. Je le fais pour chacun des fins de rang et le début pour bien vérifier le début parce que la première maille, on a du mal à la voir. Pour le reste, dire que je tricote les mailles à l'opposé, à l'exact opposé du rang précédent, c'est synonyme de dire je tricote les mailles comme elles se présentent. Alors je m'explique. Chaque fois que vous avez une maille qui se présente avec une petite boucle, vous la tricoterez à l'envers. Et quand elle ne se présente pas avec une petite boucle, mais avec un V, vous la tricotez à l'endroit. Donc, si je mettais mon fil du bon côté, ça irait mieux. Donc, la pas de boucle, je tricote à l'endroit. Ici, les petites boucles, je tricote ces 3 mailles à l'envers. Et en fait, quand vous tricotez les mailles comme elles se présentent, ça veut dire que vous les tricotez à l'inverse du rang précédent. Alors ça a l'avantage de vous éviter de compter en fait. Vous regardez simplement ce qui se présente. Donc vous voyez là je fais 3 mailles en vert, ça correspond à mes 3 mailles en droit du rang précédent. Voilà, donc vous faites ça sur chacun des rangs, c'est-à-dire à la fin du rang, vous vérifiez par quoi vous terminez pour bien démarrer sur le rang suivant par l'inverse. Et puis ensuite, vous tricotez tout simplement les mailles comme elles se présentent. Alors ça sera très important pour la suite du tuto. Que vous apprenez bien à distinguer les mailles qui demandent à être tricotées à l'envers et les mailles qui demandent à être tricotées à l'endroit. Ça va nous servir notamment pour les emmanchures et l'encolure et pour la partie bretelle aussi d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner dès maintenant à faire, bien repérer quand il y a une boucle. Je la tricote à l'envers, quand il n'y a pas de boucle et que c'est un petit V, le petit V on ne le voit pas très bien, mais en tout cas on voit qu'il n'y a pas de boucle. Je les tricote à l'endroit. Donc moi j'ai 12 rangs à faire et puis on se retrouve après pour attaquer le calcul de la partie jersey. J'ai terminé de tricoter mes 12 rangs en cote. Donc maintenant il va falloir que je tricote cette partie de jersey. Donc moi c'était 25 cm, j'ai divisé par 10, ça me fait 2,5. Pour savoir le nombre de rangs, je prends donc dans mon échantillon, ici le chiffre 30. Et je fais 2,5 fois 30. Je vais donc devoir tricoter 75 rangs. Alors 75 rangs, ça ne me convient pas parce que ça veut dire que je vais terminer mes 25 cm en ayant fait un rang impair, un rang en droit, et ça ne va pas aller. En général, tout ce qui est hauteur, c'est toujours un nombre de rangs pairs. Donc là, en l'occurrence, je vais faire 74, j'aurais pu faire 76, c'était pareil. Je vais donc tricoter 74 rangs de jersey. Je dois tricoter 74 rangs de jersey, je suis bien sur mon premier rang puisque j'ai le fil perdu, qui est du même côté que le fil de la pelote. Donc le jersey, c'est les rangs impairs tout à l'endroit, donc les allées tout à l'endroit, et les retours tout à l'envers. Toutes les mailles seront tricotées à l'envers.
J'ai pas changé de taille d'aiguille, hein, c'est ce que je vous disais au début, on garde les mêmes aiguilles pour les côtes et le jersey. Je termine mon rang 1 de jersey que j'ai tricoté tout à l'endroit. Je passe au retour, le rang 2, et je vais tricoter les mailles tout à l'envers. Et donc je vais répéter ces deux rangs sur 25 cm, c'est-à-dire 74 rangs. Alors je termine mon 74e rang de jersey et maintenant on va passer aux côtes. Donc moi j'ai 12 cm à tricoter, peut-être que vous c'est 13 ou 14 en fonction de la taille que vous avez choisie. Mais je voudrais quand même vous préciser quelques petites choses. Donc déjà on va faire, je vais faire en côte. Donc moi côte 3-2 comme d'habitude et vous peut-être côte 1. Par contre je vais m'arrêter à 10 cm en ayant compté le nombre de rangs qu'il me faut faire en côte pour obtenir 10 cm. Et je vais le noter ce nombre de rangs. Ensuite, je terminerai ma hauteur de 12 cm, toujours en côte 3-2. Petite piqûre de rappel, 3-2, 3 mailles endroits, 2 mailles envers, et ça sur tout le rang. Arrivé à la fin du rang, je vérifie bien par quel type de maille je termine, puisque le rang suivant, je dois le commencer à l'inverse. Donc si je termine par 2 mailles envers, 1 maille endroit, je démarrerai derrière par 1 maille envers, 2 mailles endroit. Et ça, on le fait pour la fin de chaque rang, pour être sûr de bien débuter le rang suivant. Ensuite, je tricote tous mes centimètres, en tricotant chaque maille de chaque rang, comme elle se présente. Donc si elle se présente avec une petite boucle, je la tricote à l'envers. Si elle ne se présente pas avec une boucle, et ça fait une sorte de V, je la tricote à ce moment-là à l'endroit. Sur le premier rang, je suis obligée de compter 3, 2, 3, 2. Je peux essayer de me repérer. Chaque fois qu'il y a une petite boucle, ça a été tricoté à l'envers. Et quand il n'y a pas de boucle et qu'il y a un petit V, pardon, ça a été tricoté à l'endroit. Ben tiens, là, non, c'est bon. 2. C'est pas toujours évident de le voir. Alors sur le premier rang, c'est toujours comme ça. Par contre, sur les rangs suivants, on voit bien comment se présentent les mailles pour les tricoter. Voilà, donc d'abord 10 cm en comptant bien le nombre de rangs que je note. Ensuite, je vais jusqu'à 12 en continuant bien sûr à noter le nombre de rangs pour que mon dos, je puisse le faire exactement de la même façon. Et puis ensuite, on se retrouve pour que je vous explique pourquoi je vous demande de noter le nombre de rangs pour 10 cm. Et puis qu'on calcule un petit peu comment on va façonner le haut du buste. J'ai terminé la première partie du buste, c'est-à-dire là où c'est tout droit. Alors, j'ai d'abord tricoté, je me suis arrêtée à 10 cm et j'ai noté le nombre de rangs que j'avais fait pour 10 cm, en l'occurrence 32 rangs. Et puis j'ai continué à tricoter pour arriver à mes 12 cm de hauteur. Et j'ai fait en tout donc 38 rangs. Je voulais quand même vous expliquer pourquoi je vous avais demandé et pourquoi je prenais le temps de refaire en quelque sorte un échantillon sur les côtes. Lorsqu'on tricote tout droit de cette façon, on peut se fier au calcul qu'on a fait auparavant, donc 74 rangs par exemple pour mes 25 cm, ou bien mesurer au fur et à mesure. Là, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que je fais du jersey et je m'arrête à 25 cm. Alors moi j'aime bien quand même mettre le nombre de rangs, puisqu'il faudra que le dos soit exactement pareil, donc comme ça il n'y aura pas de souci. Par contre, sur cette partie haute de l'ouvrage, on va venir façonner, c'est-à-dire qu'on va lui donner une forme. Et il se trouve qu'on change de point. Il y avait quand même un petit risque que le nombre de rangs pour 10 cm ne soit pas le même qu'en jersey. Alors, sur la largeur en côte, c'est évident. On voit très bien que pour le même nombre de mailles, ici, quand on tricote en côte, ça vient vraiment se rétrécir. Ce qui ne pose pas de problème puisque c'est un ouvrage qui est ajusté. C'est-à-dire qu'on veut que la partie haute du buste colle à la peau. Par contre, il faut bien quand même que j'arrive à savoir sur combien de rangs je vais venir façonner mon ouvrage pour savoir à quelle fréquence je vais venir poser des diminutions. Et ça, le seul moyen, c'est de faire un échantillon. Donc déjà, on a fait un échantillon pour le jersey pour faire nos calculs. Là, on n'allait pas faire un autre échantillon, simplement on profite de cette partie droite pour venir vérifier et modifier le nombre de rangs. Donc toute cette partie de calcul ne va plus se faire avec les 30 rangs tels que c'était prévu au départ, mais va se faire sur une base de 32 rangs pour 10 cm.
avant d'attaquer le façonnage, on va d'abord refaire nos calculs. Donc 1,2 fois 32, 1 fois 32 et 2,9 fois 32. 1,2 fois 32, ça fait 38,4, donc j'arrondis à 38, ce qui est exact. J'ai effectivement fait 38 rangs pour faire ces 12 cm. Donc 1 fois 32, ça fait 32. Je crois que les chiens s'énervent. Et il y a la musique en plus dans la rue, super. 2,9 fois 32, 92,8 rangs, donc à peu près 93. Je vais arrondir à 94, puisqu'on doit toujours avoir un nombre de rangs pair pour terminer sur un rang en vert. Voilà, donc maintenant je sais que je vais devoir façonner mon ouvrage sur 32 rangs. Comme je vais travailler sur la moitié de l'ouvrage, je vais venir ici noter le nombre de mailles de chaque côté. Donc j'avais 86 mailles au départ, j'ai donc 43 mailles de ce côté, et j'aurai 43 mailles de l'autre. Pour venir calculer la largeur de la bretelle, on va appliquer 2 règles pour tout le monde. Alors la première règle, c'est que si ici vous avez un nombre impair, le nombre de mailles de votre bretelle devra être impair. Si vous avez au contraire un nombre pair, le nombre de mailles de votre bretelle devra être pair. La deuxième règle, c'est que votre bretelle fera au minimum 9 mailles ou au minimum 10 mailles. Donc 9 mailles pour ceux qui doivent avoir un nombre impair et 10 mailles pour un nombre pair. Alors je dis au minimum, ça veut dire qu'elle peut faire plus. Mais au minimum 9 ou 10. La largeur de la bretelle, c'est 4 cm pour tout le monde. Donc pour savoir à combien de mailles ça correspond, on ne va pas utiliser l'échantillon du jersey, on va venir le mesurer directement sur les côtes. Alors ce que je veux vous montrer, c'est qu'il faut bien se souvenir comment sont faites ces côtes. Il y a des mailles qui se voient moins bien que d'autres, il ne faudra quand même pas oublier de les compter. Et c'est encore plus visible sur les côtes 1-1. La maille en droit est très visible, mais la maille en vert, vous voyez, il faut écarter pour la voir. Donc le truc, c'est de ne pas oublier de compter ces mailles qu'on voit plutôt mal. Alors, on essaye de faire en sorte que les côtes soient à peu près convenablement mises en place. Et puis on vient mesurer, pour 4 cm, on vient compter le nombre de mailles. Donc là j'en ai 3, plus 2 au milieu 5, plus 3 8, plus 2 10, et là une 11e. Donc a priori, ma bretelle devrait faire 11 mailles. Alors ce qui ne va pas trop mal, puisqu'elle doit être d'un nombre impair, et elle doit être au minimum de 9. Donc 11, ça devrait être a priori ce que je vais calculer. Mais on va voir qu'éventuellement, pour retomber sur mes pattes, je risque de modifier un petit peu les choses en cours de route. Alors d'après mes calculs, je vais venir façonner le haut du buste sur 32 rangs. Donc je vais commencer tout simplement par venir écrire sur une feuille 32 rangs. Alors d'une manière générale et par convention, on sait que les diminutions de cette façon-là, on vient les faire à chaque fois sur les rangs impairs, et on vient enlever une maille en début de rang et en fin de rang sur, a priori, tous les rangs impairs. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais entourer donc tous les rangs sur lesquels je suis supposé enlever 2 mailles. Une au début du rang et une à la fin. Ensuite, on va voir ce que ça donne par rapport au nombre de mailles que j'ai au départ et au nombre de mailles que j'ai à la fin. Donc au départ, rappelez-vous, j'ai 43 mailles. Et là, je vais compter combien j'en enlève. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Donc 43 moins 32, ça fait qu'il me restera 11 mailles. Ce qui est plutôt pas mal, puisque, effectivement, j'avais calculé qu'a priori, ça serait pas mal d'avoir 11 mailles. Alors il se peut que ça ne tombe pas tout à fait juste pour vous. Alors à vous de voir si éventuellement il ne va pas falloir modifier le nombre de mailles a priori de la largeur de votre bretelle, de sorte que en enlevant 2 mailles sur chaque rang impair, vous réussissiez à tomber à peu près pile poil. Enfin à peu près pile poil, ça ne va pas du tout ensemble, c'est ou à peu près ou pile poil. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être un petit peu bidouiller. Par exemple, il se pourrait qu'il vous en reste, vous aviez prévu 11 et puis il vous en resterait 13. Est-ce que c'est si grave? Voilà. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas tout simplement garder une largeur de bretelle de 13 mailles, de sorte à pouvoir faire nos diminutions sur tous les rangs impairs?
Avant de commencer les diminutions, je vais venir poser un petit marqueur à la moitié de ma largeur. Donc moi c'était 43 mailles d'un côté, 43 mailles de l'autre. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit repère à l'avance. Voilà. Et exactement au milieu, 43 mailles d'un côté, 43 mailles de l'autre. Je viens mettre un petit fil contrastant, avec un petit nœud, qui me servira de repère et qui va bien nous faciliter le travail. Voilà. Voilà comment ça va se passer. On va venir faire nos diminutions sur tous les rangs impairs. On fera une première diminution en début de rang et une deuxième diminution en fin de rang. Alors la fin de rang, ça correspond au marqueur. Hein. Voilà, c'est ce qui représente notre fin de rang. Les 4 premières mailles et les 4 dernières mailles seront toujours tricotées ou en tout cas traitées comme des mailles en droit. Pour le reste, au milieu, on continuera à tricoter en cotte 3-2. Si vous tricotez en cotte 1-1, c'est la même chose. Vous traiterez quand même les 4 premières mailles à l'endroit ainsi que les 4 dernières. Et entre les deux, vous tricoterez en cotte 1-1. C'est-à-dire en fait qu'on va tricoter les mailles comme elles se présentent entre les diminutions. Pour les rangs pairs, on ne fera pas de diminution et on tricotera toutes les mailles comme elles se présentent. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de venir faire une croix chaque fois que vous aurez tricoté un rang pour ne pas être perdu. Au pire des cas, ici par exemple pour moi, je sais que lorsque il me restera plus que 11 mailles sur mes aiguilles, ça signifie qu'a priori j'ai terminé mes diminutions. Enfin le plus simple c'est quand même de cocher au fur et à mesure, comme ça si vous laissez votre travail et que vous le reprenez, vous saurez exactement où vous en êtes. Alors sur le rang numéro 1, voilà comment on va faire, et sur tous les rangs impairs. Je tricote les 2 premières mailles à l'endroit. Ensuite je vais faire un surjet. Alors ça signifie que la 3e maille, je vais la prendre à l'endroit, et je vais la glisser sans la tricoter. La 4e maille, je la tricote à l'endroit. Et ensuite, je vais venir rabattre la maille glissée par-dessus la dernière maille tricotée. Hop, voilà. Donc j'avais 4 mailles sur cette aiguille, il m'en reste 3, j'ai donc bien fait une diminution. Après, pour récupérer mes cottes 3-2, je vais tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'à 4 mailles de la fin. Donc là, c'est une maille qui se présente pour être tricotée à l'envers. Donc je la tricote à l'envers. Ensuite, je suis à 3 mailles en droit. Elle se présente pour être tricotée à l'endroit. Et je continue comme ça. 2 mailles envers. Voilà, là ça y est, j'ai bien récupéré le fil de mes cottes 3-2. Donc après, je fais du 3-2 tout simplement. C'est juste pour le début, pour être bien sûr de bien reprendre sur les cottes 3-2 ou sur les cottes 1-1 si vous faites des cottes 1-1. Donc je continue comme ça et puis je vous retrouve à 4 mailles de la fin. Voilà, je m'approche de la fin de mon rang numéro 1. 1, 2, 3, 4. Voilà, je suis à 4 mailles avant le marqueur. Donc la même chose, les 4 dernières mailles seront tricotées à l'endroit, donc j'ai tout le temps mon fil de ce côté. Les 2 premières mailles qui se présentent, je vais les tricoter ensemble. Alors pour arriver à prendre des mailles ensemble, il suffit de tirer un petit peu en dessous. Hop, évidemment je ne vais pas y arriver. Voilà, j'ai pris 2 mailles ensemble, je la tricote. Et je tricote les 2 dernières mailles à l'endroit. Donc là, si on regarde bien, j'ai 3 mailles en droit, une maille envers, et je termine forcément par 3 mailles en droit. Ça signifie que sur le rang suivant le rang pair, et pour tous les rangs pairs, je vais forcément commencer par au minimum 3 mailles envers, puisque j'ai terminé par au minimum 3 mailles en droit. Donc mes 3 mailles envers, et ensuite pour reprendre le fil de mes cottes 3-2, je regarde comment se présentent les mailles. Donc ici, elles se présentent, j'ai une maille qui se présente à l'endroit, et ensuite 3 mailles qui se présentent à l'envers. Voilà, ça y est, j'ai récupéré le fil de mes cottes 3-2, 3 à l'envers, 2 à l'endroit, et je vais continuer comme ça à tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang numéro 2, j'ai une maille à tricoter, elle se présente à l'endroit. Et donc, forcément, les 3 dernières mailles sont à l'envers, puisque sur le rang numéro 1, elles étaient à l'endroit. Alors, je vais quand même attaquer le rang numéro 3, parce que je veux vous montrer que on peut se retrouver avec beaucoup de mailles à l'endroit, finalement. Donc, mes 2 premières mailles à l'endroit. La 3e, je la glisse. La 4e, je la tricote aussi à l'endroit.
et je viens rabattre la maille glissée sur la dernière maille tricotée. Et si je regarde comment les mailles se présentent, j'ai encore des mailles endroits. J'en ai 3 même. Donc là, si on regarde bien, je viens de tricoter 6 mailles à l'endroit. Mais c'est tout à fait normal, puisqu'on présente les mailles comme elles se présentent. Qu'est-ce que je raconte moi? Comme on tricote les mailles comme elles se présentent, il y a un moment ou un autre où on va avoir plus de 3 mailles endroits. Alors pour les côtes 1, ça sera peut-être un peu moins flagrant. En tout cas pour les côtes 3-2, c'est sûr. Alors l'objectif du truc, c'est de garder le motif jusqu'au bout. D'accord? Bien qu'on fasse des diminutions, on essaye de garder toujours le même motif. C'est la raison pour laquelle on tricote les mailles comme elles se présentent entre les 2 diminutions et sur tous les rangs pairs. Même chose sur la fin de mon rang numéro 3. Donc là, elle se présente à l'endroit. Je m'arrête à 4 mailles de la fin. Je tricote les 2 premières mailles qui se présentent à l'endroit. Hop, voilà. Et les 2 suivantes à l'endroit aussi. Je vais avoir la même configuration que tout à l'heure. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles qui ont été tricotées à l'endroit. Du coup, de l'autre côté, le plus logiquement du monde, je vais me retrouver avec 6 mailles à tricoter à l'envers. Et ensuite, je vais reprendre donc 6 mailles à l'envers, et puis je reprends mon 3-2, donc 2 mailles en droit, 3 mailles envers, etc. Voilà, donc n'oubliez pas, enfin moi je vous dis de le faire, mais en l'occurrence je ne l'ai pas fait, n'oubliez pas de venir cocher vos rangs au fur et à mesure. Je termine donc le façonnage, je termine mes diminutions, et puis on se retrouve à la fin pour attaquer la bretelle. Alors si, il y a quand même un petit détail qui me vient à l'esprit, et je voudrais lever ce doute, pour que vous ne me posiez pas plus de questions que nécessaire. À l'instant, je viens de vous démontrer que j'avais 6 mailles en droit en début de rang et 6 mailles en droit en fin de rang. Voilà, après avoir fait mes diminutions, c'est comme ça que ça se présente. En fait, c'est le hasard. Je m'explique. Alors, on va prendre de ce côté, puisque c'est un côté qui est strictement identique à l'autre. Rappelez-vous, j'ai commencé mon rang la toute première fois, enfin, mon rang se présente pour la première fois avec 2 mailles envers ici, alors qu'il se termine avec une maille en droit. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de mes diminutions, je ne vais pas forcément avoir exactement la même configuration en début et en fin de rang. Là, j'ai 6 mailles en droit en début et 6 mailles en droit en fin de rang. Honnêtement, c'est assez rare. C'est le pur hasard qui fait que je suis tombée sur cet exemple-là. Je ne vais pas y arriver. En fait, j'ai la dalle. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il ne faut pas que ça vous panique. Si après avoir fait des diminutions, quand vous attaquez votre rang impair suivant, vous regardez, vous avez 5 mailles en droit là, et que vous n'en avez que 4 ici, ne vous en étonnez pas. C'est tout à fait normal parce qu'il y a peu de chances qu'au départ, le début de vos rangs soit le même que la fin de vos rangs. Voilà. Il ne faut pas que ça vous inquiète et que vous passiez beaucoup de temps à vous poser des questions qui sont un petit peu inutiles en l'occurrence. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé, ça veut simplement dire que c'est comme ça que ça se présente. Voilà. Voilà, j'ai terminé cette partie-là du buste, donc j'ai fait mes 32 rangs avec mes diminutions sur chaque rang impair en début et en fin de rang, et il me reste ici 11 mailles. Donc maintenant il me reste à faire la bretelle. Pour moi elle fait 29 cm, c'est-à-dire environ 94 rangs. Alors je dis environ parce que on peut mesurer, ça sera peut-être le plus simple. Et je voudrais garder un aspect côte sur cette bretelle. Alors je vous montre ici un petit peu ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter les 4 premières et les 4 dernières à l'endroit, et celles du milieu seront tricotées à l'envers. De cette façon, on garde l'esprit côte, ça donne une finition qui est plutôt sympa avec un petit relief. Donc sur tous les rangs impairs, je tricote les 4 premières et les 4 dernières à l'endroit, et celles qui sont au milieu, donc pour moi c'est 3, à l'envers. Et donc du coup sur les rangs pairs, je vais faire l'inverse. Je vais tricoter les 4 premières à l'envers, celle du milieu à l'endroit et les 4 dernières à l'envers. Et je vais faire ça sur 94 rangs. Alors ce que je vous conseille, c'est de noter le nombre de rangs que vous allez tricoter pour que la deuxième bretelle soit de la même longueur. Ce que je vous conseille aussi éventuellement, c'est de venir mettre un petit marqueur en début et en fin de rang avant de commencer votre bretelle
pour savoir exactement à partir de quel moment vous allez mesurer. Ça sera quand même beaucoup plus pratique. Alors, quand j'aurai fini, moi, mes 29 cm, je ne vais pas rabattre. Je vous montrerai, je vais les mettre en attente parce que les bretelles, je préfère me laisser une petite marge de manœuvre, les raccourcir ou les rallonger une fois que j'aurai fait les coutures sur le côté et que je l'aurai essayé. Alors, je vais mettre mon deuxième petit marqueur qui me servira à avoir un repère pour mesurer la largeur de ma bretelle, la longueur de ma bretelle. Donc 2 petits nœuds là. Donc je suis venu le coincer dans une maille en fait. De cette façon le marqueur va rester. Je coupe un peu, voilà. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que moi pour tricoter les bretelles, je vais utiliser des aiguilles plus petites, en l'occurrence des doubles pointes. Alors elles n'ont pas, quand je dis plus petites, c'est en longueur, hein, pour que ça me gêne moins. Alors par contre, j'en ai pas qui soient en taille 3,5. Pour être tout à fait honnête, c'est pas bien grave. Ça va légèrement diminuer la largeur de ma bretelle, éventuellement me rajouter quelques rangs pour arriver à 29 cm, mais rien de bien grave. Je leur mets éventuellement un petit bouchon, histoire de ne pas perdre les mailles en cours de route. Allez, on commence donc. Les 4 premières sont à l'endroit. Voilà. Les 3 du milieu à l'envers. Et les 4 dernières à l'endroit. Comme ceci. Je change ma deuxième aiguille aussi. Donc là, je les tricote comme elles se présentent, c'est-à-dire les 4 premières à l'envers, ce qui est tout à fait logique, puisqu'elles étaient à l'endroit sur le rang d'avant. En ce qui me concerne, les 3 qui sont au milieu à l'endroit. Et les 4 dernières à l'envers. Voilà, et je vais répéter ces 2 rangs sur la longueur de ma bretelle. Donc moi, au départ, c'était 94 rangs, mais comme mes aiguilles double pointe sont un petit peu moins épaisses, enfin le diamètre est inférieur, ça risque de me prendre quelques rangs de plus. Mais c'est pas grave, je pourrais mesurer, et en mettant ces petits marqueurs sur le bord, je vois vraiment à quel endroit je commence à mesurer, parce que sinon c'est pas forcément très visible. Je fais ça, et puis on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé ma bretelle, donc j'ai tricoté mes 29 cm. Donc là, ce qui est bien, c'est que comme ça fait un petit relief, ça vient cacher le moment où on change, où je passe par exemple des mailles en bras aux mailles en vert. Quand c'est comme ça, on ne le voit plus du tout. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes mailles en attente. Alors, on peut les mettre en attente sur un arrête-maille, sur une petite épingle à nourrice, histoire que ça tienne un petit peu moins de place. Je fais ça parce que je rabattrai et je coudrai les bretelles au dernier moment, quand j'aurai pu essayer le top et que j'aurai vérifié que la longueur des bretelles me convient. Donc, hop, je mets tout ça, par exemple, sur une épingle à nourrice. Voilà. Je me laisse un petit peu de marge de fil pour tricoter éventuellement quelques rangs supplémentaires au cas où. Ok. Voilà. Et maintenant, donc, je vais pouvoir attaquer la deuxième partie du haut du top. Ici, alors le seul souci que j'ai, c'est que voilà, j'ai quasiment terminé ma deuxième pelote. Et lorsque je vais reprendre ici, comme c'est une pelote qui est en dégradé, il faut que sur la pelote suivante, j'arrive à trouver le moment où le fil est à peu près de la même couleur. Parce que sinon, ça va être, enfin, ça va pas faire chouette d'avoir, par exemple, si je pars sur le début de cette pelote-là, c'est beaucoup trop clair, et ça va pas respecter les mêmes contrastes qu'il y aurait sur l'autre partie. Donc je fais ça, et puis on se retrouve pour attaquer ici. Alors je vais faire sous cette deuxième partie exactement la même chose que sur la première. Donc j'ai 43 mailles au départ, et je vais venir faire des diminutions en début et en fin de rang sur chacun des rangs impairs, jusqu'à ce qu'il me reste 11 mailles, et ensuite je tricoterai mes 29 cm de bretelles. Alors je démarre avec un nouveau fil, et je vais me laisser suffisamment de marge pour avoir assez de fil pour venir le camoufler après. Donc petite piqûre de rappel pour ce qu'il faut faire sur les rangs impairs.
Les 4 premières mailles sont gérées tout à l'endroit. Je tricote donc les 2 premières. Je glisse la 3e comme si c'était une maille endroit. Je tricote la 4e et je viens rabattre la maille glissée sur cette dernière maille tricotée. Ensuite, je reprends le fil de mes côtes. Le cours de l'histoire, je veux dire. Donc là, je tricote la maille comme elle se présente. Je ne vais pas y arriver. Bon. Donc ici, maille endroit. Ensuite, elle se présente à l'envers. Voilà. Et puis 3 mailles endroit, 2 mailles envers. Et je m'arrête à 4 mailles de la fin. Je suis à 4 mailles de la fin de mon rang 1. Je vais tricoter les 2 premières mailles qui se présentent ensemble à l'endroit. Et les 2 dernières mailles à l'endroit. Donc sur tous mes rangs impairs, il me restera au minimum au début et à la fin 3 mailles endroit. Peut-être plus, mais au minimum 3. Ce qui fait que sur tous les rangs pairs, je débuterai et je terminerai mon rang au minimum par 3 mailles envers, ici et ici. Et entre les deux, comme pour le rang impair, je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc 3 mailles envers au minimum. Ensuite, je regarde, encore 2 mailles envers, 2 mailles endroit, etc. 3 mailles envers, jusqu'à la fin du rang où je terminerai par 3 mailles envers. Voilà, je termine la fin de mon rang numéro 2. Et donc, hop, voilà. Et la toute dernière maille, elle est très lâche. Alors c'est normal parce qu'elle correspond au fil avec lequel j'ai démarré. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de faire un petit nœud léger, pas trop serré pour pas, hop, pour pouvoir la tricoter correctement, mais suffisamment serré pour que la maille soit pas lâche. Donc voilà, ça c'était la petite piqûre de rappel pour voir comment on fait le deuxième côté. On le fait exactement comme le premier. Donc moi j'ai 32 rangs à faire comme ça, avec une diminution début fin de rang sur chaque rang impair. Ensuite il me restera 11 mailles. Je tricoterai les 4 premières à l'endroit, celles du milieu à l'envers et les 4 dernières à l'endroit sur 29 cm. Et je mettrai les mailles en attente. Oui, et bien sûr sur les rangs pairs des bretelles, ça sera l'inverse. Les 4 premières mailles à l'envers, les mailles du milieu à l'endroit et les 4 dernières mailles à l'envers, hein, puisqu'on continue le principe des côtes. J'ai terminé la deuxième bretelle, donc pareil, je mets toutes mes mailles en attente sur une épingle à nourrice. Je laisse un petit peu de fil perdu et je ferai l'essayage après avoir fini les coutures sur les côtés. Hop, pour vérifier que les bretelles tombent bien. Alors bon, le problème c'est que si vous n'avez pas la personne qui doit mettre le top près de vous, vous aurez du mal évidemment à essayer les bretelles. Dans ce cas-là, il faut se fier au patron, et donc en l'occurrence moi 29 cm. On peut compter aussi sur l'élasticité de la bretelle, comme ça, qui fait qu'on n'est quand même pas à un demi-centimètre près. Faut pas exagérer. A priori, ça devrait aller. Mais bon, moi, je me méfie toujours quand même un petit peu des bretelles. Là, je vérifie ici, en mettant mes repères face à face, que la longueur soit la bonne. Bon, et ben voilà. Voilà pour le devant. Donc maintenant, et ben, on va s'attaquer au dos. Alors le dos ressemble étrangement au devant, sauf qu'on va s'arrêter ici. Donc pour moi, ça donne une partie de côte, en l'occurrence 12 rangs, comme ici. Toute la partie 25 cm en jersey, et ensuite mes 12 cm de côte, ici. Même nombre de mailles au départ, et même nombre de rangs que pour le devant. Je vais donc rabattre toutes mes mailles. Donc pour rabattre, on doit toujours en tricoter d'abord 2, et on prend l'avant-dernière et on la rabat sur la dernière tricotée. On prend toutes les mailles à l'endroit, on les tricote toutes à l'endroit pour rabattre. On fait ça jusqu'au bout. Donc je vous remontre. Je tricote, je prends la précédente et je la rabats par-dessus. Je tiens quand même ce fil là un petit peu, celui-ci. Mais je ne tire pas trop dessus non plus. Donc ici, je tire un peu sur l'aiguille pour donner un petit peu de lest, pour pas trop serrer. Et je rabats en tenant mon fil mais sans tirer dessus,
Sinon, vous allez rabattre de manière très serrée et ça ne sera pas forcément l'idéal, surtout pour des côtes qui sont donc supposées être élastiques pour que le haut du top soit bien ajusté, épouse bien les formes du buste. Je vais y arriver. Voilà, je termine de rabattre. Voilà. J'agrandis la dernière maille et moi je passe ma main dedans comme ça au moins c'est sécurisé, ça peut pas partir. Donc là je vais pas laisser énormément de fil perdu pour faire la couture puisque j'en ai déjà laissé à chaque fois quand j'ai fait mon montage de maille. Donc j'ai besoin d'une petite quinzaine de centimètres pour pouvoir rentrer le fil correctement sans être gêné. Je passe le fil à l'intérieur de la dernière boucle et je tire et voilà. Donc là, on a terminé le dos. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer aux coutures sur les côtés. Pour faire la couture sur les côtés, on va utiliser ce qu'on appelle la couture invisible. Donc j'ai pris ce truc-là que j'ai tricoté, avec des aiguilles genre numéro 20, un peu énormes, et plusieurs fils, histoire qu'on voit mieux un petit peu comment on va procéder. Si vous regardez votre ouvrage, de chaque côté, vous avez ce qu'on appelle la maille lisière. Alors la maille lisière, c'est une maille qui est plutôt assez vilaine, c'est la toute première, elle est souvent légèrement retournée et on la voit difficilement. Pareil de l'autre côté. Vous avez une maille qui est plutôt moche et qui est retournée et qu'on voit difficilement. Alors je vous rappelle quand même ce qu'est une maille. Une maille, c'est un V. Voilà, ça ce sont des mailles, ici aussi. Donc pour faire la couture invisible, on va venir travailler à une maille du bord, c'est-à-dire que la maille lisière, qui n'est pas belle, sera inclue dans la couture et on ne la verra pas. Et on viendra chercher, juste après cette maille lisière, un petit barreau. Donc je vous montre ici entre deux mailles, une maille ici, une maille là, et si j'écarte, je vois qu'entre les deux, j'ai des petits barreaux. J'ai d'ailleurs des petits barreaux au sein même de chaque maille. Au milieu de chaque V, j'ai des petits barreaux. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les petits barreaux entre deux mailles, c'est-à-dire entre deux V. Donc de ce côté, maille lisière, je tire un peu, je vais venir passer mon aiguille ici. De l'autre côté, c'est la même chose, maille lisière qui est toute moche, la maille qui est juste après, et entre les deux, j'ai effectivement un petit barreau aussi, et c'est ce qu'on va venir saisir. Donc imaginons là, hop, que je fasse une couture entre les deux. Je vais venir, maille lisière, je vais venir passer mon aiguille dans le premier petit barreau qui suit la maille lisière, et puis je vais venir en face, passer mon aiguille, exactement en face, dans le premier petit barreau qui suit la maille lisière de la deuxième partie. Donc le petit barreau, quand c'est tricoté à l'endroit, quand c'est un V, il est assez facile à trouver, il est comme ça. Par contre, au niveau des côtes, que ce soit en bas ou en haut de l'ouvrage, il est possible que vous ayez terminé par des mailles envers et non pas par des mailles endroits. Parce que quand on commence par des mailles endroits, le petit barreau, on le trouve facilement. Quand on est sur des mailles envers, et c'est un petit peu le même principe quand on est au point mousse, il faut essayer de comprendre où est la maille lisière et ce qu'est un petit barreau. Donc la maille lisière, elle est toujours au même endroit, elle est toujours aussi moche, peut-être un peu moins retournée. Et ce qui est un petit barreau à l'origine, entre deux V, devient en réalité un petit pont. C'est une petite boucle, comme ça. Voilà. Donc c'est ici qu'on viendra passer notre aiguille quand on va faire une couture invisible à des endroits où on a tricoté les mailles à l'envers. Petit barreau ici, sur le jersey, et petit pont au niveau des mailles envers. Pour faire cette couture invisible, on va mettre bord à bord, d'un côté le devant et de l'autre côté le dos. Et on a l'endroit visible, c'est-à-dire que la jolie partie du top est visible. On va démarrer du bas, là où on avait laissé précisément un petit peu de fil perdu, et on va venir coudre tout le côté jusqu'en haut, jusqu'aux côtes. Donc là où on fera un petit peu attention, c'est d'essayer de ne pas trop se décaler, de sorte que les côtes de ce côté correspondent bien aux côtes de ce côté, hein, qu'on arrive bien exactement en face. Donc on s'installe confortablement sur une table, par exemple, et puis on commence par défaire le petit bout de fil perdu qu'on avait laissé à l'avance. Alors on prend a priori une aiguille à laine, c'est-à-dire une aiguille qui a un chat nettement plus gros et un bout arrondi.
c'est quand même nettement plus facile pour passer le fil. Sinon, on a des petits outils, comme celui-ci, qui peuvent aider à passer le fil dans une aiguille dont le chat est très petit. Donc ça se trouve en mercerie. Ça s'appelle un enfile-aiguille, d'après moi. Donc pour être un petit peu plus confortablement installé, voilà, je vais tricoter en mettant les deux parties de l'ouvrage dans ce sens-là. C'est quand même plus facile après de venir faire la couture en zigzag en passant d'une partie à l'autre. Donc mon fil perdu de l'autre, et je viens chercher le bord ici. Je viens d'abord faire le lien entre une partie et l'autre. Donc je trouve une petite boucle où passer. Et voilà, je fais la première jonction. Donc ici, j'ai des mailles en droit, donc j'aurai pas trop de difficulté à venir chercher les petits barreaux. Et de ce côté, j'ai des mailles en vert. Donc je viendrai chercher les petits ponts qui sont peut-être un petit peu moins visibles. Et je vais faire comme ça en vis-à-vis les allers-retours. Alors, d'un côté, j'ai des mailles en vert et de l'autre, j'ai des mailles en droit. Donc là, j'ai fait le lien entre les deux. Donc je suis venue passer dans la première boucle que je trouvais au bord de l'ouvrage. Je viens de ce côté, donc maille lisière. Et entre la maille lisière et la maille suivante, hop, il y a un petit barreau et je passe dedans. De ce côté, je vais chercher le premier petit pont que je trouve. Alors moi, il est en noir foncé, mais on le voit, il est ici. Ensuite, je repasse en face. Vous pouvez un petit peu écarter pour mieux trouver le petit barreau. De l'autre côté. Alors, là, moi, je prends un petit barreau et une petite boucle. Mais en fait, vous pourriez en prendre deux. C'est ce que je fais à chaque fois, en fait. Je prends un, puis deux barreaux. Si je prends deux barreaux d'un côté, je vais penser à prendre deux barreaux ou deux boucles de l'autre côté. Une boucle, deux boucles. Sinon, vous allez vous décaler et vous allez avancer plus vite d'un côté que de l'autre. Donc là, je vais faire ça sur quelques centimètres. Oh, je peux le faire quasiment sur toute la hauteur de côte. Et puis on verra après comment cette chose assez horrible peut devenir finalement une couture invisible. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc j'ai fait 3 petits centimètres. Je vais venir tenir fermement là où j'ai commencé et ensuite je vais tirer le fil. Et je vais même tirer au point de venir froncer. Et ensuite, je détends un petit peu. Et vous voyez la couture, oh, j'ai dû me têver, regarde. Je me suis pas mise vraiment correctement au départ là. Bon, c'est pas grave, je viendrai, hop, avec un petit point de couture, je vais venir baisser ce coin là pour pas que ça se voit. Bon, c'est pas ça qui est important. Ça, je me débrouillerai après. Système bidouille, comme d'habitude. Donc voilà, cette couture, elle devient complètement invisible. On ne voit pas du tout la jonction entre les deux. Si on regarde de l'autre côté, nos deux mailles lisières sont bien à l'intérieur. Ça fait comme un petit bourrelet. Alors, je suis supposée continuer comme ça jusqu'en haut de l'ouvrage. Là, je vais vous montrer un petit peu parce qu'on va passer de l'endroit où on était en côte à l'endroit où on était en jersey. Et parfois, ça peut un peu inquiéter. Donc là, je me suis arrêtée côté maille en vert de ce côté et je viens ici. Quand on reprend, c'est toujours un petit peu difficile. Donc, il faut de nouveau écarter. Voilà. Pour trouver les barreaux, chaque fois que vous venez de serrer votre couture invisible, après, c'est un petit peu plus dur pour trouver où on est. Là, je suis plus en maille en vert. Enfin, je suis à la fois un petit peu en maille en vert et à la fois en maille en droit. Alors, il va falloir un petit peu, hop, je passe côté maille en droit. Donc j'ai fini avec les mailles en vert de mes côtes. Et là maintenant je peux reprendre deux barreaux. Deux barreaux. Voilà. Alors je vous disais que vous pouviez faire deux barreaux d'un côté, deux barreaux de l'autre pour aller plus vite. Il y a aussi une autre chose que permet la couture invisible. Elle peut permettre, alors pour cet ouvrage ça sera peut-être pas vraiment nécessaire, je sais pas, mais c'est intéressant de le savoir. Elle permet de venir rétrécir un petit peu la largeur d'un ouvrage.
si par exemple je trouve que mon top, là sans l'avoir essayé, comme ça, je le mesure et j'ai vraiment l'impression qu'il est un petit peu trop large, eh bien rien ne m'empêche de venir faire ma couture invisible, non pas à une maille du bord, mais à deux, et de venir ici. Et pareil en face, non pas à une, mais à deux, c'est-à-dire ici, voire trois. Alors attention, hein, si vous faites à 3 mailles du bord d'un côté et donc 3 mailles du bord de l'autre, vous allez avoir un sacré bourrelet ici. Cela étant, vous voyez bien que si je viens faire ma couture invisible ici ou ici, toute cette partie-là sera rentrée, donc ici, pareil en face, pareil de l'autre côté et pareil sur l'autre couture. Et ça va vous faire gagner facilement 2 cm de large. Donc 2 cm, voire parfois 3. Donc si votre ouvrage est trop large de 3 cm, et bien tout simplement, utilisez la couture invisible pour venir rétrécir, diminuer la largeur de votre ouvrage. Allez, je termine. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être quand même vous retrouver sur cette partie-là pour vous rappeler qu'il faut essayer de tomber à peu près, enfin à peu près, un peu plus qu'à peu près, en face, qu'il n'y ait pas trop de décalage. Ah bah tiens, là, puisqu'on est là, je pourrais peut-être vous montrer. Je tiens, je tire fermement. Alors je tire fermement, faites gaffe, vous avez des fils qui lâchent dans ce cas-là. Si c'est le cas, vous tirez assez fermement, vous venez froncer délicatement et vous retirez. Ce qu'il faut vérifier, c'est que tout, le fil ait bien été tendu partout. Parce que quand vous faites comme ça une couture sur 5 cm, vous tirez, vous avez l'impression a priori que la couture est invisible, et quand vous venez écarter, vous vous rendez compte qu'il y a 1 cm où le fil est encore comme ça en zigzag entre l'avant et l'arrière. Donc il faut quand même venir vérifier, sinon vous froncez et vous remettez en place. Alors on voit bien là du coup mon décalage ici, on le retrouve là. C'est pas chouette chouette, c'est même à se demander si je vais recommencer en fait, parce que ça me plaît pas. Parce que du coup mes mailles envers s'arrêtent ici alors que là elles s'arrêtent là. Et j'aime pas trop ça. Bon, allez, je recommence et puis on se retrouve au niveau des côtes. Du coup je peux vous montrer comment on défait une couture invisible. Donc j'écarte un peu et je viens retirer le fil. J'écarte et je retire le fil. Alors, autre chose aussi, quand même, maintenant que j'y pense, je vous ai fait garder du fil perdu lorsque vous avez monté vos mailles, pour qu'il vous serve à faire la couture. Et c'est vrai que c'est quand même bien plus pratique, parce que moins vous aurez de fil à rentrer à la fin, mieux ça sera. Cela étant, vous pourriez aussi, surtout si vous n'êtes pas très sûr de vous pourriez parfaitement choisir un fil d'une autre couleur, voire même d'une couleur assez contrastante, pour venir faire cette couture. Pourquoi? Eh bien parce que la couture ne se verra pas, ça c'est certain. Mais par contre, si vous aviez besoin, une fois que l'ouvrage est terminé, c'est-à-dire là je suis en train de le défaire alors que je suis en cours de route, donc c'est franchement pas très difficile à défaire. Mais par contre, si j'ai terminé la totalité de la couture, que j'ai sécurisé mon fil en haut, et que finalement, pour une raison ou pour une autre, il faille que je le découse, notamment parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je veux récupérer mon erreur. Si vous êtes en fil d'une même couleur, de la même couleur que l'ouvrage lui-même, franchement c'est galère. C'est galère parce que vous aurez du mal à venir le distinguer. S'il est d'une couleur contrastante, ça vous permettra de venir le couper à plusieurs endroits et du coup à pouvoir découdre sans dommage pour l'ouvrage lui-même assez facilement. Donc, alors là, il y a un truc que j'ai dû mal faire là au départ. Et c'est ce qui fait que j'ai démarré, non pas sur les chapeaux de roue, mais un peu à la one again, il faut bien dire les choses. Mais ça, c'est l'effet caméra, ça. Assez régulièrement, je loupe complètement ce que je fais dès lors que je filme, alors que quand je filme pas, franchement, il n'y a pas trop de soucis. Bon, allez, je recommence tout. Ça vous arrivera. Et puis ça vous arrivera plusieurs fois. Enfin, c'est pas que je l'espère, hein, je suis pas en train d'ironiser, mais voilà, le fait est que ça peut arriver. Ouais, cette petite boucle là, du coup, ça me l'a tout détendu, donc je vais venir m'arrimer sur une autre. Ah ben, il n'y a pas de fil. Oh punaise. Bon, je vais boire un café et puis je reprends ça après. Donc là, j'arrive vers les côtes. J'ai peut-être un léger décalage. Bon, je vous montre comme si j'en avais un. Par exemple ici, je pourrais prendre 2 barreaux d'un côté et un seul de l'autre. Et en faisant comme ça, je pourrais récupérer un décalage
qui aurait eu lieu. Alors, il faut aussi se dire que votre brin, là, il sera jamais parfaitement perpendiculaire à la couture. Il sera toujours légèrement oblique, tout simplement parce qu'on démarre forcément avec une maille décalée par rapport à l'autre. Donc, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter. Cela étant, il ne faut pas venir exagérer déjà ce petit décalage qui existe. Hop, là j'arrive côté maille envers. Tout simplement parce que si vous faites un ouvrage avec des rayures de couleur, et que vous vous êtes déjà bien embêté à faire exactement les mêmes rayures sur le dos et le devant, et qu'ensuite derrière, avec votre couture invisible, vous veniez décaler les rayures de couleur, c'est quand même un petit peu dommage. Voilà, je vais m'arrêter là, donc 2 barreaux de ce côté, et ici vous voyez je suis sur les mailles envers, donc je prends les petits ponts. Donc là, on voit bien que j'ai fait quand même une certaine longueur. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, le risque qu'il y a, c'est que si je tire, j'ai l'impression que c'est bon, sauf que regardez, en fait ça ne l'est pas. Donc il faut réellement venir froncer et ensuite remettre en place. Et là, quand vous écartez, il n'y a plus de souci. Je termine cette petite partie et puis on voit pour rentrer les fils après. Alors quand on termine, c'est un tout petit peu plus délicat, parce qu'on y voit un petit peu moins bien. Et en plus, j'arrive ici avec le fil perdu lorsque j'ai rabattu les mailles du dos. Donc c'est pas forcément super visible. Et là on fait un petit peu comme on peut. Tac. Cette partie-là, elle est un petit peu moche et vous allez voir que quand on va rentrer les fils, on va se débrouiller. Je vais passer une deuxième fois au même endroit. On fait voir. Je vais d'abord tirer et puis je vais voir après ce que ça donne. Non, ça a l'air d'aller. Donc je vais passer à l'intérieur d'une maille et sortir le fil de l'autre côté. Ensuite je tourne. Donc je viendrai rentrer ce fil là perdu plus tard. Pour l'instant je vais m'occuper du fil de ma couture. Donc maintenant je suis sur l'envers, hein. On voit le petit bourrelet. Et donc l'objectif ça va être de passer de part et d'autre de ce petit bourrelet justement, sans aller sur l'endroit du travail, sinon on verrait le fil. Et vous passez comme ça de part et d'autre, sur quelques centimètres. Voilà. Vous le sécurisez encore une fois en faisant presque du surplace. Comme ça. Et ensuite, on va venir le rentrer sur la couture elle-même. Je fronce un petit peu, je coupe et je tire. Voilà, donc mon fil est bien camouflé. Le deuxième, je vais d'abord faire un petit point de couture au départ, parce que ce défaut là il me gêne. Vous voyez, on le voit un petit peu ici. Donc je vais faire un petit point de couture de sorte que en tirant ça rentre. Donc je viens l'arrimer pareil sur la couture intérieure. Et je fais mes petits allers-retours. Sur quelques centimètres, hein, c'est vous qui voyez, en fonction aussi de la quantité de fil perdu qui vous reste. Je vais aller un petit peu plus loin, comme ça je ferai demi-tour en dehors d'une couture que j'ai déjà faite, enfin en dehors d'un fil que j'ai déjà camouflé, sinon ça multiplie les surépaisseurs et c'est pas forcément l'idéal. Voilà, je fais un petit peu de surplace pour sécuriser. Et ensuite je me mets sur la tranche du bourrelet et je viens comme ça camoufler le fil. C'est pas toujours évident parce que là il commence à y avoir pas mal de fil à l'intérieur. Là, voilà. Je fronce un peu et je coupe. Voilà qui est fait. Donc maintenant on va faire la même chose avec, je vais y arriver, oui, si, on va faire la même chose de l'autre côté, donc prendre le fil perdu qu'on avait gardé d'avance et venir faire une couture tout le long, et après on pourra essayer le top et puis vérifier
la longueur des bretelles, enlever ou rajouter quelques rangs si nécessaire, et puis je vous montrerai comment le coudre. Alors j'ai essayé le petit top, et pour la bretelle, j'avais fait 4-5 rangs de plus, et effectivement, ce sont des rangs qui sont un petit peu en trop. Donc il ne faut pas hésiter. 1, 2, 3, et le quatrième, je vais le défaire un petit peu plus doucement, puisque je vais remettre mon aiguille au fur et à mesure dans les mailles, à travers les mailles que je viens de défaire. Alors ça, je le fais parce que je pense que ça va vous arriver de défaire quelques mailles et de les remonter. Et là, je suis en train de les remonter absolument. Un coup, je passe par devant, un coup, je passe par derrière, parce que c'est ce que je veux vous montrer précisément. Tac. La dernière, voilà, on a toujours tendance à la tirer un petit peu trop, ce qui fait que le fil se retrouve sur l'avant-dernière. Ça signifie qu'il faut retricoter la dernière. On a tricoté, j'ai détricoté 2 fois la dernière maille. Donc déjà, je la retricote. Voilà. Du coup, maintenant, je me retrouve bien avec toutes mes mailles et le fil. Et quand je vais vouloir abattre, je vais avoir comme un petit souci parce que certaines mailles, quand je les ai remises sur mon aiguille, je les ai prises une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et il faut savoir qu'une maille, elle a un brin avant, c'est celui qu'on voit, qui est ici. Pardon, je vais y arriver, qui est là devant. Voilà. Et un brin arrière, c'est celui qu'on ne voit pas, qui est derrière. Et lorsque vous tirez sur le fil, le brin avant, c'est celui qui arrive en premier, c'est celui qui est prêt à être saisi. Par exemple, dans ce sens-là, pour une maille en droit. Et en remettant mes mailles un petit peu n'importe comment sur mon aiguille, il est assez évident qu'à un moment ou un autre, ma maille ne sera pas dans le bon sens et je vais vous montrer comment la remettre dans le bon sens. Alors pour que ce soit plus clair, j'ai pris le fameux gros ouvrage. Donc voici le brin avant d'une maille et voici le brin arrière. Pareil pour la deuxième, brin avant, hop, et brin arrière. Quand je tricote, normalement, c'est toujours, je vais y arriver ou pas, là, c'est toujours le brin avant qui se présente en premier, il arrive en premier. Donc je le tricote tout à fait normalement. La deuxième c'est pareil, quand je tire, vous voyez le brin avant il arrive en premier, le brin arrière il est légèrement en retrait. Hein, il est plus en arrière j'allais dire. La suivante je l'ai inversée exprès. Quand je tire dessus, c'est pas le brin avant qui se présente en premier, mais le brin arrière. Regardez si je tire. C'est ce brin-là qui arrive en premier. Et ça signifie que j'ai pas remis la maille dans le bon sens quand je l'ai remontée sur mon aiguille. Donc je la prends et je la remets dans le bon sens. Et là, on voit bien que c'est le brin avant qui se présente en premier, le brin arrière est légèrement en retrait. Je vous remontre sur la suivante. Quand je tire, c'est le brin arrière qui se présente en premier. Donc, je vais d'abord la remettre dans le bon sens, voilà, et ensuite la tricoter. Donc du coup, je vais rabattre mes mailles de ma bretelle et je vais au fur et à mesure remettre les mailles. Alors la première, j'arrive même pas à la saisir, oui. Remettre les mailles dans le bon sens si j'en ai besoin. Donc là, le brin arrière se présente en premier. Donc je la remets d'abord dans le bon sens, voilà. Ensuite, je la tricote et je peux rabattre. Là, c'est le brin avant qui se présente en premier. Donc pas de souci. Là, c'est le brin arrière. Alors, je ne suis pas sûre qu'on le voit aussi bien avec mes petites aiguilles, mais... Donc, je la remets dans le bon sens, voilà. Etc. jusqu'au bout du rang. Et ensuite, je coupe le fil. Je couperai le fil. Hop. Je n'en ai pas besoin de beaucoup, puisque ma couture fait que quelques centimètres. Je parle du fil perdu, bien sûr. Tiens, là, elle est dans le mauvais sens. Je la remets dans le bon sens. Ouais, je vais essayer de faire quelques vidéos sur tous ces petits trucs là qu'on trouve nulle part et qu'on peut apprendre nulle part. Moi j'ai mis un temps sans fin à comprendre toute seule, donc je me dis que peut-être ça pourrait vous être utile. Elle est à l'envers. Bon, l'idéal ça serait de remettre les mailles sur l'aiguille dans le bon sens, mais moi j'ai jamais réussi. En fait je comprends pas. Donc il a fallu que je trouve une solution. Et puis surtout, quand on défait un rang, quand on défait des mailles, on est tellement stressé de ne pas réussir et de perdre les mailles et que ça défasse tout l'ouvrage et que ce soit la catastrophe. Enfin bref, quand on débute, on est tellement stressé par tout ça
que très honnêtement, mettez les mailles dans n'importe quel sens et apprenez plutôt à les remettre dans le bon sens. Et puis quand vous serez suffisamment sûr de vous et que vous pourrez détricoter des rangs entiers sans que ça vous fasse peur, et bien à ce moment-là, apprenez à les remettre dans le bon sens. Bon, j'ai perdu ma paire de ciseaux. Non, elle est là. Voilà, donc je prends... Oui, je pense que je vais faire un appel aux dons pour m'acheter une nouvelle paire de ciseaux parce que... Voilà, je passe la fin de mon fil dans la dernière maille. Et voilà. Allez, je fais pareil pour la deuxième. Je vais en profiter aussi pour enlever les petits marqueurs que j'avais fait, que j'avais posés, qui m'aidaient à avoir un repère pour mesurer correctement la longueur de la bretelle. Je fais ma deuxième bretelle. Et puis, on se retrouve pour la coudre. Et on n'oubliera pas aussi de venir camoufler le fil qui est ici. Mais je vais vous montrer, il serait bon peut-être d'en profiter pour affiner, enfin, rendre cet endroit, l'encolure, un peu plus joli. Alors, pour venir coudre la bretelle sur le dos du top, première chose, on met l'ouvrage à l'envers. Deuxième chose, faites bien attention de ne pas vriller votre bretelle. D'accord? Faites attention à venir la coudre bien dans le bon sens. Ça arrive tout le temps. C'est-à-dire qu'elle devrait être dans ce sens-là, et puis vous la cousez comme ça, et en fait, ça fait... elle est vrillée. Bon. Ensuite, vous allez profiter du dessin des côtes, si vous êtes en côte 3-2, ou 2-2, hein, c'est encore assez visible, pour venir centrer correctement votre bretelle. Donc, vous divisez d'abord votre ouvrage en deux, et ensuite, vous comptez le même nombre de rayures ici, et puis vous venez le centrer. Pareil de l'autre côté. Donc, je vais la mettre dans le bon sens. On viendra là, on va imaginer que j'ai centré, hein, ce qui n'est pas le cas. Et on va venir coudre comme ça. Donc vous pouvez éventuellement mettre une petite épingle à nourrice, le temps de venir centrer la deuxième, ou si ça vous rassure pour la couture. Donc, comme ça. Et ensuite, je lèverai les deux et je vais venir coudre comme ça. Cette fois-ci, on ne va pas faire une couture invisible, on va faire une couture en point arrière. Point arrière, ça signifie que je vais avancer de 2 pas et reculer de 1. Avancer de 2, reculer de 1. Sauf que moi, je vais le tourner après, je vais me mettre dans l'autre sens. Ok, donc j'ai fait attention à ce que ma bretelle soit dans le bon sens. On voit l'envers de mon travail et je viens mettre ma bretelle contre le bord. Et donc on voit, comment on pourrait appeler ça? Oui, le bord du dos et puis le bord de la bretelle. Mon fil est ici, je vais déjà commencer par arrimer les deux ensemble. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ici, là où vous avez rabattu, vous avez deux petits brins. L'objectif, c'est de passer de l'autre côté. Voilà. Je vais avancer de l'équivalent de 2 pas, ce que j'appelle 2 pas. Ici. Je ne tire pas mon fil complètement, personnellement. Après, vous trouverez d'autres manières de faire. Et je reviens un petit peu sur mes pas. Quand je suis revenu sur mes pas, c'est là que je tire le fil que je venais de... Voilà. Donc j'avance de 2 pas. Pareil. Voilà. Je tire pas mon fil complètement. Et je reviens d'un pas. Je prends bien tous les brins. Je tire le fil que j'avais laissé lâche. 1, 2 pas. C'est pas vraiment la partie où je suis la plus à l'aise, la couture invisible. D'abord parce que la couture invisible, la couture au point arrière, j'en fais très peu. J'en fais le moins possible en fait. Je sais pas qu'elle soit bien difficile, mais... Alors là, on n'a pas vraiment le choix en fait. On peut pas faire... Enfin, ouais, il doit sûrement exister une technique pour faire une couture invisible comme ça, sur un bord horizontal. Mais il faut que j'étudie un petit peu la chose, que j'essaye de trouver toute seule comment il faudrait que je fasse. Et quand je l'aurai bien intégré, peut-être que j'accélère un peu là, parce que vous allez finir par trouver le temps long. Bon, moi je ne sers pas comme un âne. Après, je sais pas. Ça dépend comment vous avez l'habitude de faire, si toutefois vous avez déjà cousu quoi que ce soit. Ce qui est loin d'être sûr. Hop. Voilà, je vais arriver à la fin.
pareil, hein, quand j'ai fini la couture, je viens camoufler le fil. Et je coupe pas avant d'avoir retourné et vérifié que tout va bien. Comme ça, éventuellement, voilà, par exemple, si je retourne, tu vois, le bord, là, ça mériterait un petit point de plus. Peut-être même celui-là. Donc, je vais venir sécuriser le bord, parce que je trouve qu'il est un petit peu trop lâche, comme ça. Donc, je fais un aller-retour, hein, presque sur place. Et ensuite, je vais garder mon fil, et je vais aller courir de l'autre côté. Donc là, dans ce cas-là, hein, je m'embête pas, je fais juste comme ceci. Et ce bord que je trouvais pas très joli, je vais venir me coudre un petit peu mieux. Ne coupez pas les fils avant d'avoir vérifié. Voilà, c'est ça la morale de l'histoire. Je sécurise. Et pareil, je le fais un petit peu courir sur le dessus. Voilà. Et voilà une première couture. Donc je vais faire la même chose avec la deuxième bretelle en vérifiant bien qu'elle soit centrée comme la première et qu'elle ne soit pas vrillée. Voilà, c'est bon, elle n'est pas vrillée. J'ai déjà eu des surprises avec ça. Voilà, donc j'ai fini de coudre les bretelles et maintenant on va venir camoufler ce fil. Donc là je suis sur l'endroit du travail et je voulais montrer qu'au niveau du V, au niveau de l'encolure, c'est pas super joli, donc peut-être on peut essayer de rapprocher un petit peu ces deux bords grâce à ce fil qu'on va camoufler. Voilà, donc je me suis mis sur l'envers du travail et je vais profiter de cette petite couture pour venir rapprocher ces deux bords un petit peu. Peut-être en passant par là. Voilà. Une deuxième fois. Ok. Donc maintenant l'objectif ça va être de venir descendre avec le fil et puis remonter ici pour qu'il soit un petit peu sécurisé et camouflé. Donc je prends les petits ponts, hein. Vous vous souvenez des petits ponts? Eh bien je viens passer dessous 4 ou 5 petits ponts. Je tire pas trop hein, pour pas exercer de tension et que ça fasse pas un petit pli. Je reprends des petits ponts dans l'autre sens, je remonte. Voilà. Là, je vais peut-être venir camoufler dans les petits barreaux entre des mailles en broie. Voilà. Et encore peut-être un petit retour. Là, je fais un barreau sur deux. Comme ça, il est une fois en dessus, une fois en dessous. Voilà. Avant de couper quoi que ce soit, je vérifie. Ok, ça va. Et donc, je coupe. Voilà, il est terminé ce petit top. Alors si j'ai bien compris, c'est ma soeur qui va le récupérer parce que je crois qu'elle aime bien. Bon, ben, qu'est-ce que vous aurez appris sur moi pendant cette vidéo? Déjà, par exemple, que j'ai une sœur. Vous avez appris aussi que j'ai des chiens. Que quand j'ai la dalle, je raconte un peu n'importe quoi. Quand j'ai pas la dalle aussi, d'ailleurs. Que quand les chiffres me conviennent pas, je bidouille un petit peu pour que ça corresponde à ce que je veux, notamment pour les bretelles. Que je suis capable d'essayer de faire une couture sans fil au bout de mon aiguille. Et je crois que c'est à peu près tout pour cette fois-ci. Bon, et bien la vraie question, en fait, c'est qu'avez-vous appris sur vous? Voilà, à bientôt pour un prochain tuto tricot.